suis David Roguet, je suis avocat et pour une fois, un avocat ne va pas vous parler de droit. On va mettre de côté la réforme Elan, on va mettre de côté les ordonnances Covid, on va mettre de côté tous ces décrets d'application, ces textes qui ont ponctué votre quotidien depuis 6 mois, et on va parler nouveaux défis. On va parler défis de demain pour les agents immobiliers, et vous allez voir peut-être défis de demain pour d'autres professions, en particulier les avocats. Nous avons, vous agents immobiliers et nous avocats, au moins un point commun. Sans doute 1000 autres, mais au moins un point commun, c'est que nous faisons partie de professions pas très populaires. Nous n'avons pas une cote folle auprès de l'opinion publique. Alors vous, ça tend à s'améliorer. Vous avez Stéphane Plaza. Nous, on a Éric Dupond-Moretti. C'est un mec super intelligent, c'est pas le plus sympathique, c'est pas le moins clivant. En dehors de la boutade, cette opinion, elle existe. Cette petite musique-là, elle existe sur l'impopularité de nos professions, agents immobiliers et avocats. Il ne faut pas méconnaître cette musique-là parce que, et je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, c'est souvent sur les frustrations, c'est souvent sur ces petits problèmes-là que se créent les mutations, et ces mutations sont d'autant plus importantes qu'elles sont accélérées par le mouvement technologique. Votre profession comme la mienne sont deux professions qui sont disruptables. Nous allons parler disruption. La disruption, c'est un terme un peu comme, dont on entend parler un peu plus aujourd'hui, qui veut dire fracture, qui veut dire chamboulement, qui veut dire métamorphose, le tout accéléré par l'intelligence artificielle. En fait, on va parler intelligence artificielle. Toute la difficulté avec le discours sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'on tombe vite dans la caricature. C'est qu'on tombe vite dans les hystéries. Vous avez la première hystérie qui consiste à dire qu'on va vivre un monde totalement apocalyptique, que l'humain va s'effondrer au profit de la machine, et puis vous avez l'autre hystérie diamétralement opposée qui consiste à dire qu'on va vivre dans un monde totalement utopique et idyllique, et que l'intelligence artificielle sera probablement la baguette magique qui va régler tous nos problèmes. Entre ces deux hystéries-là, entre ces deux caricatures-là, il y a probablement un discours de vérité, il y a un discours de réalité à avoir, et en tout cas, il y a un discours qui doit être loin du déni. Vous remarquerez que, globalement, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, beaucoup vous disent « ça ne me concerne pas ». C'est demain, voire après-demain. Non, l'intelligence artificielle, pour toutes nos professions, c'est aujourd'hui, et ça nous concerne absolument tous. Au milieu des années 90, il y a le grand patron d'Intel, j'ai oublié son nom. Intel, c'est, vous savez, c'est processeurs. Il affirme dans le New York Times, nous sommes en 95, il affirme dans le New York Times que l'idée même d'un outil de communication sans fil, qu'on baladerait et qu'on mettrait dans notre poche, était une idée, il dit même une sottise, menée par l'avidité. Ce type-là, qui est un grand patron de la tech, qui a été bercé, né, qui est né, bercé, qui a vécu dans la Silicon Valley, n'a pas vu ou n'a pas voulu voir l'arrivée du téléphone portable. 5 ans plus tard, ça a inondé le marché. 10 ans plus tard, nous ne pouvions plus nous en passer. Pourquoi je raconte cette histoire ? Parce que le plus dangereux dans une révolution, c'est jamais la révolution en elle-même, c'est ne pas vouloir voir cette révolution. C'est les œillères qu'on se met. La disruption, c'est une rupture, c'est un chamboulement, c'est une fracture, vous l'appelez comme vous voulez. Quel que soit le nom que vous lui donnerez, elle sera rapide, elle sera brutale, elle sera inéluctable. Rapide, brutale, inéluctable. Les premiers acteurs de la disruption, on les connaît tous. Ce sont Amazon, ce sont Uber, ce sont Airbnb, ce sont Netflix. Ces gens-là, c'est intéressant de comprendre leur business model. Notre business model traditionnel,
c'est souvent déceler un besoin et d'y répondre. Leur business model, c'est de déceler une difficulté, de déceler une frustration, de déceler simplement une expérience décevante et ils vont y répondre. Ils vont se mettre sur le même terrain que les acteurs traditionnels, ça peut être vous, ça peut être moi. Ils vont s'emparer de leur chaîne de valeur, ils vont la dépoussiérer, ils vont la rendre obsolète, ils vont la ringardiser. L'ubérisation, ce n'est pas autre chose que la ringardisation. Notre risque, c'est de devenir ringard. C'est ça l'ubérisation, c'est ça la disruption. RIP Kodak. On connaît tous l'histoire de Kodak. Kodak, ils n'ont pas pensé qu'on pouvait un jour ne plus imprimer les photos et que les photos, on ne les imprimerait plus, on les conserverait dans notre téléphone portable ou dans le cloud. Je rappelle quand même que Kodak était propriétaire du brevet qui a inventé l'appareil photo numérique. C'est ballot. RIP, les encyclopédies. Aujourd'hui, le savoir, il est collaboratif, il est participatif, c'est Wikipédia. Qui aurait imaginé il y a 10 ans qu'on ferait confiance à une encyclopédie qui n'est pas écrite par des grands profs ou par les autorités, mais par des gens comme vous et moi? Personne. Pourquoi je donne ces deux exemples? L'appareil photo numérique d'un côté et le savoir de l'autre. C'est pour vous expliquer que tout est disruptable. Absolument tout. Les entreprises, leur business model, les produits, les services, les modèles d'organisation, la manière d'apprendre, de communiquer, de dormir, et pourquoi pas le corps humain. Le corps humain sera probablement disruptable. Voyez la conférence, si vous avez quelques minutes, d'Elon Musk sur la question et sur la question de l'homme augmenté. Voilà un mec qui est en train de disrupter son propre corps. Alors ça fait peur. La disruption fait peur. Il y a une crainte dans le terme même de disruption. Comment je vais expliquer à un radiologue qui a fait 10 ans d'études que l'intelligence artificielle va faire son job mieux et plus rapidement? Comment je vais expliquer à un notaire que la technologie de la blockchain va jouer le rôle de tiers de confiance qui sera nécessairement plus fiable que lui? Y a-t-il des notaires dans la salle? Non, les notaires ne viennent pas au congrès de l'AFNAIM. J'en ai pour moi aussi. Comment je vais expliquer à des avocats qui ont fait autant d'études que le radiologue et que le notaire que l'intelligence artificielle va être capable de compulser, trier, analyser des millions de données jurisprudentielles, législatives, doctrinales, en quelques secondes, alors que moi, il me faudra 2 vies pour le faire. Ça veut dire une chose, peut-être plus, mais au moins une, c'est que nous devons changer de paradigme, vous et moi. La disruption, elle dépasse la simple question technologique. La disruption, elle est sociale. On n'interagit plus de la même manière. Les rapports que nous avons sont des rapports qui sont directs, qui sont faciles, qui sont fluides, qui sont de plus en plus pertinents probablement, et qui sont peut-être, et en tout cas c'est la volonté, c'est l'idée qu'en ont les gens, plus plaisants. Tout devient commodité. La disruption, elle n'est pas simplement sociale, elle est sociétale. On ne consomme plus, on ne vit plus de la même manière. La disruption, elle est économique. Elle vient accélérer la baisse des prix et des services. Ça nous intéresse. Tout est commodité. La disruption, elle est culturelle. Le savoir est accéléré, la communication du savoir est accélérée, les idées sont accélérées. En vous disant ça, je vous dis une chose en filigrane, c'est que aujourd'hui, plus rien n'a de la valeur. Le produit a moins de valeur. L'information a moins de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est la commodité. Si vous comprenez ça,
vous allez comprendre beaucoup de choses sur ce qui va se passer un peu plus tard. Personne ne sera épargné, surtout pas vous, les agents immobiliers, surtout en matière de transactions. C'est un peu plus compliqué en matière de syndic, c'est encore un peu plus compliqué en matière de gestion locative. Il y a quelques mois, un grand patron d'une agence immobilière, un groupe immobilier, on peut dire, allemand. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les Allemands ont à peu près la même législation que nous en matière immobilière, que ce soit sur la transaction, la gestion et sur le syndic. En gros, ils ont un business qui est, en tout cas, un fondement juridique qui est calé sur le mandat, comme chez nous. Et ce patron dont j'ai oublié le nom dit, mais aujourd'hui, finalement, tout le monde veut se dire ou se dit agent immobilier. Et il dit les choses de façon très intéressante. Il ne parle pas de vos concurrents traditionnels qu'on connaît depuis longtemps du numérique, que sont Airbnb ou Le Bon Coin. Non, il ne parle pas de cela. Il dit, mais il y a un nouveau front qui se crée. Ce nouveau front, c'est ce qu'il appelle la vente virtuelle. C'est les auto-agences. C'est ces sites qui, sans être des agents immobiliers, vous promettent de faciliter votre transaction. Ce que vous payez n'est pas vraiment une com. On vous rédige un truc qui est un pseudo-compromis. En gros, on vous confère une assistance. On ne sait pas trop qui y a derrière. Ce sont des braconniers de l'immobilier comme nous avons nos propres braconniers du droit dans les legal tech, c'est-à-dire des gens qui ne sont ni avocats, ni notaires, ni rien du tout, et qui font du droit. Vous avez des gens qui ne sont pas, des individus qui ne sont pas agents immobiliers et qui font le métier ou qui essayent de faire le métier d'agent immobilier. C'est ce que certains appellent cette vente virtuelle. Alors oui, c'est pratique. Vous allez me dire, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de discussion byzantine avec l'agent immobilier pour baisser le prix parce que l'agent considère que c'est trop cher. Tout ça, c'est un terreau de développement de ces nouvelles offres, et le terreau est d'autant plus fertile que l'algorithme, la plateforme, le permet. On est, en revanche, tous ici, j'espère, conscients que ça a peut-être des avantages pour les uns, mais ça a quand même beaucoup d'inconvénients pour les autres. Ça a beaucoup d'inconvénients même pour les mêmes. Parce qu'il n'y a pas de sécurité juridique, parce qu'il n'y a pas d'assurance, parce qu'il n'y a pas de garantie financière, parce qu'aujourd'hui, rédiger un compromis, il faut sortir de Saint-Cyr, ou presque, parce que le volume documentaire est extrêmement important. Et ce patron finit l'interview en disant un truc super intéressant. Il finit l'interview en disant « Cette approche individuelle et virtuelle de la vente immobilière occulte la dimension conseil. » Moi, je vais un peu plus loin. Ça occulte la dimension expérience. Vous avez deux sociologues américains, Jensen et Menkling, qui ont, il y a quelques années, élaboré une théorie sociale qui s'appelle la théorie de l'agence. La théorie de l'agence, c'est une théorie économique qui consiste à dire que la société, l'industrie, la vie économique, c'est un réseau de contrats. On le savait. Mais cette théorie explique pourquoi pour contracter, nous passons par des intermédiaires, par des mandataires. Ça tombe bien, nous en sommes tous ici. Vous, agent immobilier, quel que soit le métier que vous faites, vous êtes un mandataire, vous êtes intermédiaire. Lorsque vous faites de la transaction, vous êtes intermédiaire entre un vendeur et un acheteur. Vous avez un mandat de recherche ou d'achat. Quand vous faites de la gestion locative, vous êtes le mandataire du propriétaire. Vous faites l'interface entre le propriétaire et le locataire. Lorsque vous êtes syndic, vous êtes le mandataire du syndicat des copropriétaires et vous faites l'intermédiaire entre le syndicat, les copropriétaires et éventuellement les tiers. Et ce que disent Jensen et Menkling est très intéressant. Ils disent, mais ce n'est plus d'actualité malheureusement, ils disent si on passe par l'intermédiaire, c'est parce qu'il y a un déficit d'information. Parce que vous, professionnels, nous détenons l'information. Il y a donc une asymétrie d'information qui fait que je passe par un professionnel. L'ensemble de l'économie a été construite sur cette idée qu'il y avait un déficit d'information, que certains la détenaient, que d'autres ne la détenaient pas, et qu'on passait par ceux qui la détenaient. Ça,
c'était la configuration économique classique. On peut mettre de côté. L'information n'est plus, la connaissance n'est plus un actif monnayable. Peut-être pas encore chez nous, mais presque. Moi, je suis avocat. Je ne vends plus de la connaissance. Tout le monde peut avoir un abonnement chez LexisNexis ou chez Dalloz. Ce n'est pas ma connaissance que je vends, il faut que je trouve autre chose. Ce n'est plus un actif monnayable. L'information est accessible partout, par tous et sans rituel. Pourquoi ? Parce que les plateformes, l'algorithme génère de la donnée, elle la récupère et elle la délivre à tous. Ça veut dire que ceux qui auront un temps d'avance dans n'importe quelle profession, il va falloir qu'ils substituent à cette asymétrie de connaissances autre chose. Il va falloir que vous substituez à cette asymétrie de connaissances une asymétrie d'expérience. C'est ça la valeur ajoutée. Alors, c'est drôle parce que nous sommes le 17 décembre et le 17 décembre dernier, jour pour jour, l'année dernière, l'AFNAIM faisait avec l'Ordre des avocats une conférence et avait invité un sociologue, philosophe, penseur qui s'appelle Stéphane Mallard. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Stéphane Mallard, c'est un penseur de l'algorithme, c'est un penseur de l'intelligence artificielle. Et Stéphane Mallard, je me souviens l'avoir entendu dire, et les gens avaient un peu ri en disant bon, c'est un peu, ma grand-mère aurait dit, c'est un peu cuculapraline. Il dit la valeur d'avenir, c'est l'empathie. C'est ce qu'il veut dire dans l'expérience. La valeur d'avenir, c'est l'empathie. Ça peut faire sourire. Moi, je pense même que l'empathie, c'est pas simplement la valeur d'avenir, c'est une valeur économique. Vous venez voir un avocat, pourquoi ? Parce qu'il est compétent, oui. Mais il y en a d'autres. Il y en a plein des compétents. Il y en a partout des compétents. Et on sera de plus en plus compétent. En revanche, ce que vous aimez bien, c'est que l'avocat vous rappelle. C'est que l'avocat répond au téléphone. C'est que l'avocat répond à vos mails. C'est l'avocat qui écoute les désirs de son client. C'est l'avocat qui connaît votre famille. Si vous avez un problème familial, c'est bien d'avoir un avocat de famille, comme on a un notaire de famille. Parce qu'il a l'expérience et la mémoire de votre famille ou de votre société. C'est ça, l'empathie. Alors chez nous, c'est aujourd'hui, c'est même hier. Vous, c'est peut-être demain. Mais pensez à cette asymétrie d'expérience, parce qu'à mon avis, l'asymétrie d'expérience, c'est vraiment la clé de votre métier. Oubliez le produit, oubliez l'expertise qui devient algorithmique, et apportez ce que Stéphane Mallard appelle une relation client exceptionnelle. Alors c'est quoi une expérience client exceptionnelle ? Ben, vous voyez, les disrupteurs, les Amazon, les Apple, les Netflix, ils ont conscience de ça. Parce que ces disrupteurs, ils savent qu'ils pourront être disruptés demain. Je ne sais pas si ça se dit, mais peu importe, vous m'avez compris. Quand Apple crée un smartphone, alors qu'il y a l'iPod, il se disrupte lui-même. Il est en train de tuer son business model qui marchait merveilleusement bien. Il va proposer des choses en matière de téléphonie avec un design formidable. Pensez différent, vous appartenez à la communauté. C'est l'expérience d'Apple, l'expérience exceptionnelle client. Quand Uber vous permet de commander un taxi avec un seul clic, parce que vous êtes géolocalisé, que vous n'avez pas à payer parce que votre carte bleue est enregistrée, que vous n'avez pas de discussion byzantine effectivement encore avec le taxi pour savoir s'il prend la carte bleue ou l'espèce, c'est une expérience client exceptionnelle. Tout devient commodité. Quand Amazon, si certains passent par Amazon, pourquoi vous passez par Amazon et pas par Cdiscount ? Parce que l'expérience client livraison est exceptionnelle chez Amazon. Parce que le service après-vente est exceptionnel chez Amazon. Amazon, c'est une plateforme, vous les avez en ligne. Vous appelez Amazon, vous avez quelqu'un qui vous répond. C'est ce que Amazon appelle l'expérience client exceptionnelle. Pourquoi vous passez par Netflix ? Et après, j'arrête. Parce que Netflix sait ce que vous aimez. Et mieux, Netflix sait ce que vous ne savez pas encore que vous aimez. Et vous propose
des choses. C'est l'expérience client exceptionnelle. Nous entrons dans l'ère de l'expérience. Tout doit être pensé en termes d'expérience. Et la bonne nouvelle, c'est que la technologie vous permet de créer des expériences. Vous, agent immobilier. Mais déjà, il y aura probablement plein d'autres idées. Emparez-vous de la signature électronique si vous ne le faites pas. On est rentré dans la génération Amazon, encore une fois. Les gens veulent tout faire de leur canapé. Signé par signature électronique. Vos compromis, vos baux. Alors, il y a encore une petite difficulté avec les cautionnements, mais ça va venir. Emparez-vous de ça. Emparez-vous de la visite virtuelle. Je sais que certains en font ici. C'est la génération Kindle. Les gens, avant de lire un livre, avant de l'acheter, ils veulent lire non pas la 4e de couverture, mais un extrait. C'est exactement pareil. Ne rechignez pas, lorsque vous êtes syndic, à numériser les pièces. La loi vous y oblige sur un certain nombre de choses. Mais quelle expérience client vous donnez quand le client ne vous appelle plus, qu'il est capable d'aller sur votre site avec un login et d'avoir accès aux pièces qu'il veut, et peut-être même plus de pièces que la loi impose. Utilisez le big data. Le big data, c'est quoi ? C'est le fait de garder les données, de conserver les données. Combien de fois on vous a dit que vous n'aviez pas de suivi parce que vous n'aviez pas l'information, l'outil pour le faire. Quand quelqu'un est venu il y a 6 mois ou il y a 1 an pour acheter et que vous avez le bien mais que vous ne le rappelez pas parce que vous ne savez pas si... Aujourd'hui, le big data le permet. Le big data permet d'avoir des outils en plus pour recontacter de façon peu intrusive, le SMS par exemple. La donnée aujourd'hui, je vous ai dit que plus rien n'avait de la valeur, à part peut-être l'empathie, mais il y a quand même une chose qui a de la valeur, c'est la donnée. Il n'y a que les données qui ont de la valeur aujourd'hui. Hein. Facebook, ils ne vous vendent rien. Il n'y a pas de produit dans Facebook. C'est gratuit. Parce que c'est vous le produit. Hein. Ce n'est pas autre chose. Vous êtes le produit de ces gens-là. Donc il faut que vos clients deviennent le produit de vous-même. Il faut que vos clients deviennent un actif incorporel. Il faut que vous puissiez monnayer les informations que vous avez sur vos clients, dans la limite du RGPD et de toutes ces législations qui existent. Quand Crédit Agricole, il y a quelques années, rachète pour créer Square Habitat des agences immobilières, vous croyez qu'ils avaient envie de faire l'immobilier ? Non. Ils voulaient accéder à la donnée pour pouvoir vendre des produits financiers et des produits d'assurance. Aujourd'hui, ceux qui investissent massivement dans toutes les sociétés, ce sont les compagnies d'assurance, parce qu'ils ont besoin de données. Donc faites de vos données un actif corporel qui soit monnayable. Je suis presque à l'heure. On pourrait discuter de façon très longue sur l'évolution des professions et de votre profession. L'idée, ce n'est pas de vous donner les solutions. Si j'avais les solutions, je ne serais pas là. J'aurais une agence immobilière qui surpasserait toutes les vôtres, et ce n'est pas le cas. C'est l'idée d'avoir des clés. Bien sûr qu'il faut, vous comme moi, s'emparer des nouveaux outils. Il faut s'emparer des nouveaux outils, mais il faut le faire en ayant au moins 3 choses en tête. 3 mots. Lieu, lien, loi. Le lieu, c'est un lieu juridique. Ce lieu juridique, c'est pour vous le mandat. Le mandat, c'est un instrument de sécurité juridique. C'est un instrument de confiance. Les instances qui sont là, et vos instances le font, on le sait, travaillent pour que jamais le mandat ne soit remis en cause. C'est ce qui vous différencie des autres braconniers de l'immobilier. Le mandat. Le mandat, c'est la confiance. Le deuxième mot, c'est le lien. C'est l'expérience dont je vous parlais il y a un instant. L'expérience, c'est l'exclusion de toute forme d'amateurisme. Il y en a trop. C'est le recentrage sur des professionnels qui sont des professionnels aguerris. C'est des professionnels qui sont aptes à négocier, qui sont aptes à écouter, qui sont aptes à entendre. Troisième mot, la loi. On est dans une phase globale de déréglementation de tout. Vos instances, et elles ont raison, se battent
pour la réglementation. Vous êtes une profession réglementée. Et pourtant, parmi les professions réglementées, c'est parmi les plus faciles d'accès. Il est plus compliqué d'être avocat ou notaire, pas intellectuellement, réglementairement qu'agent immobilier. Donc il est important que tout le monde se batte pour qu'on conserve ces obligations réglementaires, parce que c'est ça qui fait de l'assurance, c'est ça qui fait de la garantie financière, c'est ça qui fait que les gens ont confiance en vous, confiance, expérience, exigence, et vous pourrez probablement lutter contre ces nouveaux acteurs en vous rappelant pour terminer que nous vivons dans un monde où le futur est déjà obsolète. Bon appétit.